Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui au surlendemain du Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Un week-end de sprint avec un candidat au titre au tapis lors du sprint justement et un autre qui part de la voie des stands pour le Grand Prix. Il se passe toujours quelque chose à Interlagos et encore une fois Stéphane, on n'a pas du tout été déçus. Clairement, avec en plus une course sprint, franchement, qui sera reconduite l'année prochaine, c'est toujours du spectacle. Ça fait partie de l'un des 5 ou 6 Grands Prix qu'il faut suivre dans l'année. Exactement. Alors vous l'avez remarqué, on a aussi un troisième personnage aujourd'hui, un invité de marque sur le plateau des fous du volant. Théo Pourchère qui nous rend visite. On est ravis que vous veniez nous rendre visite aujourd'hui sur notre plateau. On s'était déjà parlé en visio, comme on dit, là en chair et en os. Exactement, ça fait plaisir d'être là. Et De retour de Bahreïn. De retour de Bahreïn, hein. Là j'étais dans l'avion il y a quelques heures, donc fraîchement de retour de Bahreïn et on va pouvoir parler un peu de tout ça. Eh ben, on va déjà vous proposer le menu avec Lando Norris, dimension XXL, vainqueur de tout, et maintenant confortablement en tête du classement. Est-ce que le Britannique a pris la taille champion ? On se posera la question. Et pendant que Norris ne connaissait que la première place, Max Verstappen a vécu lui un week-end fait de haut et de bas. 4e du sprint, le quadruple champion du monde a ensuite été éliminé en Q1, une première dans sa carrière. Destiné à partir de la 16e place sur la grille, Max et son équipe ont alors décidé de sortir la voiture du parc fermé, de tout changer, partir des stands et remonter jusqu'au podium exceptionnel. On reviendra sur ce moment de bravoure, je pense que c'était quand même impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. De toute façon, partir des stands et faire le podium sur une piste où c'est quand même pas si simple de doubler, il n'y a que Verstappen qui peut le faire, je pense. Et puis on va évoquer Ferrari, où l'ambiance a encore franchi un cap, mais pas dans le bon sens, avec un double abandon ce week-end à Interlagos et une déclaration de John Elkann qui sonne comme un avertissement envers ces deux pilotes. Les fous du volant, post-Grand Prix de Sao Paulo, c'est parti. Première, et on va parler de Théo Pourchère, première engagée, et on va parler de Théo Pourchère. Je vous resitue, Théo, pour ceux qui n'ont pas exactement votre parcours en tête. Vous avez 22 ans, vous avez été vice-champion de Formule 3 en 2020. 2 points derrière un certain Oscar Piastri. Exactement. Quand j'y repense, ça fait encore un peu plus mal. Mais bon, je suis désolé. En plus, on va revenir dessus. On va vous torturer un petit peu. Mais en tout cas, vous savez ce que c'est que de batailler avec l'Australien. Champion de Formule 2 en 2023. Ça, au moins, c'est fait. Et vous étiez d'ailleurs le plus jeune champion de la discipline. Pilote de réserve Alfa Romeo puis Sauber entre 2022 et 2024. Un petit crochet par l'IndyCar, on va en parler aussi. Et vous êtes pilote Peugeot, titulaire depuis les 8 heures de Bahreïn qu'on a suivi sur Eurosport. Voilà pourquoi vous étiez dans le baquet il y a 48 heures, dans l'avion il y a quelques heures et sur le plateau des fous du volant. Exactement, voilà, de retour de ma toute première course en championnat du monde d'endurance. Franchement, ça s'est super bien passé. On aurait pu faire un meilleur résultat, malheureusement on a été un peu malchanceux en fin de course. C'est l'endurance, 8 heures, il peut se passer tellement de choses. Mais non, j'ai apprécié, j'ai vraiment adoré, c'est de la préparation pour l'an prochain. Ouais, alors vous avez terminé 10e derrière la voiture sœur, la numéro 93. Vous faites équipe depuis donc ces 8 heures de Bahreïn avec Malte Jacobsen, le Danois, et Loïc Duval, votre compatriote, vainqueur au Mans et champion du monde 2013. Il a manqué quoi au Peugeot dimanche ou samedi ? C'était samedi d'ailleurs. Il a manqué quoi au Peugeot ? 3e et 4e sur la grille, un long moment à ces places-là en début de course. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Je pense surtout on a eu ce safety car de fin de course dans la dernière heure, au moment où on s'était déjà arrêté, où il y avait des concurrents qui devaient se réarrêter parce qu'ils allaient être trop courts en essence, donc faire un arrêt un peu plus court, mais on allait être dans la bataille pour un top 5. Et je pense que c'est surtout un peu de malchance de ce côté-là. Sans ce safety car, on jouait vraiment un top 5. La performance, elle était là, mais quoi qu'il arrive, les deux voitures ont quand même fini dans les points, c'est un moindre mal. On pouvait espérer mieux au championnat, mais bon, c'est comme ça. Et pour moi, personnellement, c'est de l'apprentissage. J'ai appris tellement de choses pour 2026. Je vais être titulaire, donc j'ai beaucoup de courses. Mais au moins, je pourrais arriver au Qatar un peu plus serein. Alors, j'ai commenté les 8 heures du Qatar.
J'étais avec notamment Paul Belmondo et Nathanaël Berton qui m'ont confirmé, hein, on n'a jamais vu des configurations de pneus comme ça, où une voiture arrivait, ne changeait aucun pneu, repartait, hein, la Toyota. L'autre Toyota, je crois, a changé ses 4 pneus à la fin du premier relais. Les Peugeot ont fait les 2 arrières, les 2 côté gauche. Les Ferrari ont fait les 2 avant, les 2 arrière. Enfin, c'était complètement fou. Oui. Quand on monte dans la voiture là, et qu'on joue C'est pas simple. Hein. au cache-cache avec les pneus, on s'y retrouve quand même. Ah, c'est compliqué parce que pour moi, ça c'est tout nouveau. Je viens de l'ELMS, le championnat d'Europe d'endurance en LMP2, où il n'y a qu'un type de pneu pour toutes les LMP2. Et puis quand on s'arrête, en général, on met 4 pneus neufs et on repart. Là, c'était vraiment la guerre au niveau des stratégies. Bon, il y avait les pneus durs, les pneus médiums. On peut mixer les pneus. On peut faire autant de mix qu'on veut, du moment qu'on respecte l'allocation des pneumatiques. Et donc oui, en piste, c'était vraiment... il y avait de tout, même au niveau de l'essence, hein, des stratégies d'essence. Il y en a qui mettaient un peu moins d'essence, d'autres qui en mettaient à fond. Donc ça crée en piste des différences énormes. Et le plus important, c'est de faire une stratégie pour se retrouver à la fin en bataille. Voilà, mais c'est pas simple. Stéphane. Olivier Jansoni a dit, en conclusion, Théo a fait exactement ce qu'on attendait de lui, solide, fiable. Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre quand même au départ, parce que c'est la première course, il ne faut pas s'emballer. Est-ce qu'il y avait un petit cadre opposé pour... tu as même été en tête à un moment, donc il ne faut pas se laisser non plus emporter par l'enthousiasme. Il faut rester vraiment les pieds sur terre. Tout ça, c'est dur de vivre toutes ces émotions. Et puis, il y a toujours les moments chauds aussi dans le trafic. Bien sûr, mais c'est vrai que quand je suis sorti de la voiture et j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, j'ai vu que j'étais en tête. On me l'avait pas dit au moment dans la voiture. Donc je pense que mon ingénieur de course, il voulait peut-être pas que je m'affole un peu. Faut mettre la télé, faut mettre Eurosport dans le cockpit. Ah ben il faut, on a un avec dashboard, mais bon, je suis pas sûr qu'ils vont apprécier. Hein. Ils aimeraient que je me concentre à 100%, mais On a vu un ancien patron de Stellantis prendre l'écran en photo avec la Peugeot en tête. Bon, c'était aux 24 heures du Mans. C'est prometteur parce que c'est vrai que Peugeot a été en plus sur 2 podiums de suite à Austin et à Fuji. Et là, on partait 3e et 4e, on était dans le top 5, en route pour faire un top 5. Voilà, comme j'ai dit, safety car un peu malchanceux, mais sinon, moi, le mot d'ordre, c'était d'apprendre vraiment de prendre de l'expérience pour 2026. C'était une chance de pouvoir faire cette dernière course. Et c'est surtout, voilà, comme j'ai dit, pour prendre mes marques. Là, j'ai appris des choses, notamment les tours de sortie des stands avec une hypercar et les pneus froids. Je peux vous dire que c'est pas simple du tout, les pneus durs surtout. J'ai galéré, mais c'est de l'apprentissage. La gestion du trafic est un peu différente où on a des voitures quand même très puissantes, les hypercars, mais assez lourdes. Et quand on arrive sur des GT qui ont un ABS, par exemple, sur certains virages, ils peuvent freiner plus tard que nous. Donc c'est assez perturbant, mais voilà, toutes sortes de choses que j'ai appris, même les changements de pilote un peu différents, gestion des pneumatiques. Voilà, j'ai appris toutes les procédures. Bien sûr, c'est des voitures très complexes. Mais les procédures de course, hein, les full course yellow. J'ai eu de la chance. Enfin, de la chance, oui et non, parce que j'espérais une course plus tranquille, mais quand j'étais dans la voiture, j'ai eu ce safety car. Donc j'ai eu ma première relance de safety car. Même, voilà, c'est une procédure assez longue, hein, avec le virtual safety car d'abord, le safety car ensuite, le pass around où on a les retardataires qui reprennent un tour. Bon, mais c'est tout ça, voilà, c'était à apprendre et c'est bien de l'avoir fait avant le Qatar. Stéphane, Théo Pourchaire a donc intégré le clan Peugeot et il fait partie de la famille Stellantis. Peugeot en compétition, ça veut dire quelque chose. Oui, alors déjà pour un jeune pilote, un statut de pilote d'usine, je trouve ça génial. Des vieux routiers comme Nico Hülkenberg ont couru quasiment toute leur vie après un statut de pilote d'usine. Il l'a eu chez Renault, je crois, 2 ans. Chez Porsche, au 24 heures du Mans pour un one-shot. Et puis là, il va le redevenir. Il a gagné. Mais voilà, exactement. et c'est quand même extraordinaire. Je trouve que ça donne une autre dimension à une carrière. Puis quand on parle de Peugeot, quand même, c'est 3 victoires aux 24 heures du Mans. C'est 4 titres en WRC, l'épopée de la 205, la 206, c'est 5 titres au constructeur. C'est 7 Dakar. C'est du rallycross aussi, un titre mondial. C'est 3 Pikes Peak dans les années 80 et dernièrement avec Sébastien Loeb en 2013. Tout ça, c'est vraiment génial avec la petite cerise sur le gâteau. Quand on cherche bien sur le palmarès de Peugeot, une victoire aux 500 miles d'Indianapolis avec Jules Gou en 1913. Alors, qu'est-ce que ça fait de rentrer dans toute cette histoire ? Qui était le dernier Français à avoir remporté Indianapolis avant Simon Pagenaud. Voilà. C'est beau. Enfin, quand on voit le palmarès, c'est sûr que, en fait, ce qui est beau avec Peugeot, c'est que il y a eu tellement de catégories différentes. On passe du championnat du monde d'endurance au rallycross, même l'Indy 500. Moi, ça me fait rêver quand je vois ça. Après, actuellement, d'être avec eux. Mon plus grand rêve, ce serait de remporter les 24 heures du Mans.
Et je pense que c'est, en tant que Français, en tant que même pilote, ce jeune pilote, moi, ça m'a toujours fait rêver les 24 heures du Mans. Donc, je pense que c'est un objectif qu'on a en commun, ça c'est sûr. Il y a les clés du musée Peugeot là, qui traînent sur le bureau. Qu'est-ce que tu prends dans tout ça? Peugeot Très bonne 205, question. J'adore la T16, la question. 405, la Pikes Peak, une ou plusieurs de toute façon. Ouais, si il y a mon père avec moi, il va me dire de prendre la 205 T16. Ça, c'est une certitude. C'est un grand fan de rallye. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y a tellement. Moi, si je vois tant de voitures comme ça devant moi, j'aimerais toutes les essayer. Ça, c'est. Et j'ai l'occasion d'ailleurs, dans ma jeune carrière encore, d'avoir fait tellement de catégories différentes. J'adore m'adapter à de nouvelles voitures, essayer de nouvelles voitures. Même le rallye, j'aimerais bien essayer le rallye en compétition un jour. Donc non, il y a tellement de voitures que j'aimerais essayer. Et non, ça c'est sûr que ce serait. Donc ce la serait 205 T16. Bah, ce qui est pas mal avec la 205 TC, je pense qu'on a des vraies sensations. Là, il y a pas Ah de. oui. Là, on a des. Ouais, Oui, ouais. Pas d'aide. c'est sûr. on veut bien aide. le croire. Ouais, Voilà. ça c'est sûr. C'est du brutal. Ouais, ça il y a des belles vidéos. Comment est-ce qu'on bascule de pilote de monoplace, hein, je rappelle, F3, F2, vous vous destiniez à la monoplace, à la Formule 1. Comment est-ce qu'on passe de cette filière-là à l'endurance avec un schéma de travail qui est totalement différent? Du coup, on discute, on partage la voiture, on discute des réglages avec les autres pilotes, les ingénieurs. Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup plus un sport d'équipe. Moi, je trouve que c'est très sympa, hein, mais très différent comme mentalité par rapport à la Formule 2 où j'ai gagné le championnat, où malgré le fait que on est une équipe et j'ai un coéquipier en Formule 2, et le but, c'est quand même de battre son coéquipier parce que c'est la seule personne avec qui on est le plus comparé. On a la même voiture, quasiment pareil. Et donc là, par contre, en endurance, on représente une marque. Moi, je représente Peugeot. Avec mes coéquipiers, on a un but commun, c'est de voir une Peugeot gagner. Et c'est vraiment notre but, chaque début de week-end, c'est de donner notre meilleur pour voir Peugeot gagner. Donc, c'est une mentalité différente. Et aussi, il y a le partage de la voiture. Donc, les réglages, il faut quand même avoir un style de pilotage assez similaire entre les trois pilotes. La position, je suis assez grand, je fais 1m90 à peu près. Donc, quand tu partages la voiture avec des pilotes plus petits ou même il y en a qui font ma taille parfois, donc il faut s'adapter, il faut trouver tout le temps des compromis, mais c'est ça qui est beau. Je trouve que c'est beaucoup plus un sport d'équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui surprend quand on rentre dans le cockpit de la Peugeot par rapport à une LMP2? Est-ce qu'il y a des choses qui tombent sous la main plus facilement? Est-ce qu'il y a des côtés pratiques? Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes à laquelle on doit s'adapter? Par rapport à une LMP2, c'est vraiment différent l'intérieur d'un cockpit parce que il y a beaucoup plus de technologie, déjà beaucoup plus de procédures, de boutons sur le volant. C'est des voitures avec un système hybride et donc non, c'est assez intéressant. Moi, la chose qui m'a le plus marqué aussi, c'est la petite caméra. On a une caméra pour regarder derrière nous, donc c'est un rétroviseur virtuel, on va dire, qui est une caméra. Mais je m'en suis beaucoup servi pendant la course, c'est très précis. Puis après, tout ce qui est procédure, hein, il y a tellement d'électronique dans ces voitures, dans ces hypercars. Elles sont aussi compliquées, je trouve, qu'une Formule 1 ou qu'une Formule 1, et qui sont déjà pour moi les deux catégories les plus complexes au niveau des procédures sur le volant. Donc ça rend la chose, mais je trouve ça intéressant que ça soit compliqué à ce niveau-là quand on est dans le trafic, qu'on se bat avec d'autres hypercars et que notre ingénieur de course nous dit de changer quelque chose sur le volant. Honnêtement, c'est. On a envie de l'envoyer promener ou... J'avais envie de lui dire parfois, s'il te plaît, attends un petit peu. Mais bon, c'est cool. Qu'est-ce que ça fait aussi de conduire une LMH qui est une voiture qu'un constructeur fait entièrement? Ferrari est arrivé aussi en endurance, on dit, nous on fait tout, c'est le principe, comme Aston Martin, comme Toyota, alors que d'autres achètent l'un des 4 châssis à disposition, ça veut dire qu'on maîtrise tout. Ça aussi c'est intéressant dans le développement. Je précise juste qu'en endurance, en hypercar, il y a deux sous-catégories, les LMH et les LMDH. Donc les LMH, c'est les Peugeot, les Ferrari, les Toyota, où là, le constructeur fait et le châssis et le moteur. Les autres, c'était le cas de Porsche, mais BMW fait ça aussi. Qui en a d'autres? Alpine. Achète un châssis et y intègre un moteur. Peugeot fait donc tout. Exactement. Quelque part, vous avez la main sur tout. Ouais, c'est intéressant parce que il y a beaucoup plus de monde déjà qui travaille dans l'équipe, qui essaye de développer, comprendre la voiture. C'est
beaucoup plus compliqué aussi. Je pense que le travail, je veux pas réduire le travail des autres équipes en LMDH, mais le fait de ne pas avoir à développer entièrement une voiture, ça soulage un peu certaines équipes, je pense. Donc non, c'est beaucoup de travail, nous, de notre côté, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a des départements de tous les côtés, que ce soit pour l'aéro, les suspensions, le moteur, boîte de vitesse, châssis. Ouais. Et donc, ça fait beaucoup de personnes avec qui travailler. C'est intéressant. Moi, en tant que jeune pilote, j'apprends beaucoup. Je suis en train de retaper le mot de passe de mon ordinateur qui s'était bloqué parce que on bavarde et c'est passionnant. Est-ce que là maintenant la saison 2025 elle est terminée? Il va y avoir 2026 qui arrive vite, hein. C'est au mois de mars, C'est ça. les 1812 km du Qatar. J'imagine que vous avez déjà commencé à travailler sur les évolutions de la voiture 2026. On veut des infos. Moi, je ne dirais Même rien. s'il y a des gens de chez Peugeot pas loin qui surveillent. Non, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, chaque année, on essaye de maximiser le potentiel de l'équipe et de la voiture notamment. Donc, en fait, même si je pense que l'équipe et les pilotes commencent à connaître cette voiture de plus en plus et on commence à vraiment très très bien exploiter la voiture, il y a toujours, ça se joue au détail. On parle de vraiment en qualification à Bahreïn, un dixième et demi, 2 dixièmes, on pouvait gagner 2-3 places, donc c'est énorme. Donc c'est ça, c'est juste la maximisation du potentiel de la voiture, le potentiel de l'équipe. Après, Il y a des choses dans les tuyaux pour l'année prochaine. moi, je vous laisserai discuter avec les ingénieurs. Ok, bon. Moi, je suis derrière le volant. Ok, d'accord. Bon, Une on a question parlé que de- j'aimerais poser, c'est effectivement, il y a ce contrat Peugeot maintenant, ça c'est vraiment génial, c'est une perspective extraordinaire pilotée pour Peugeot aux 24 heures du Mans. Est-ce qu'il y a beaucoup mieux aujourd'hui? Mais Gagner rétrospectivement, pour Peugeot. oui, peut-être. ah bah voilà, exactement, exactement. Ajouter une ligne au palmarès, exactement. Mais quand on est champion de Formule 2 et qu'on voit que le milieu de la Formule 1 réagit pas tellement, qu'on va voir en Super Formula, En IndyCar aussi. en IndyCar, et que ça prend pas, c'est difficile quand même. Et puis derrière ça, il y a des questions de budget forcément aussi. Et on se dit mais j'ai le talent, mais qu'est-ce qui fait que ça coince? Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que il faut être champion en F2 quasiment dans une année de rookie, au pire dans la deuxième saison. Autrement, on est étiqueté un petit peu. C'est pas un Top Gun, un futur champion du monde, ou des gens comme Piastri qui ont créé de nouveaux standards Oui. en tapant très fort, très vite, et puis on s'est habitué à ça. Et si on sort un peu de ce schéma-là, eh ben on est à côté. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez complexe parce que bon, je pense que beaucoup de personnes le savent, mais pour atteindre la Formule 1, on ne regarde pas tout le temps les performances. Et il n'y a pas que ça qui compte. Il y a beaucoup de pilotes qui parfois sont venus directement de la Formule 3 ou qui ont sauté un peu des étapes ou qui n'ont pas forcément très bien performé en Formule 2, mais qui ont eu assez de points sur la super licence, qui était une équipe avait misé sur ce pilote ou le voulait absolument pour certaines raisons. Donc non, moi de mon côté, j'ai fait de mon mieux. C'est vrai que j'ai fait 3 années de F2, ce qui est globalement beaucoup, mais j'ai toujours été très jeune. Pendant les 2 premières années, le plus jeune. La 3e année, j'étais quasiment l'un des plus jeunes dans la saison actuelle. Donc, et puis j'ai pas fait des mauvais résultats avant. C'est vrai que mon pire championnat, au final, j'ai fait 5e de ma première année de Formule 2. Donc j'ai manqué d'expérience. Je suis arrivé, j'avais 17 ans et demi, je gagne le Grand Prix de Monaco. Après, j'ai des hauts, des bas, je me blesse et puis je fais des erreurs. Mais je regrette rien parce que c'est des bonnes années d'expérience. J'ai beaucoup appris en étant le plus jeune à chaque fois. Et donc, moi, aujourd'hui, voilà, d'être pilote professionnel et de représenter une marque comme Peugeot, c'est exceptionnel. J'ai que 22 ans. C'est pas de quoi l'avenir est fait. Et je continue toujours de donner le meilleur de moi-même et déjà d'apprécier ce que je fais parce que c'est un job exceptionnel. Ça, c'est sûr. En 2022, il y a Fred Vasseur qui te fait faire des tests en Formule 1, mais il est complètement bloqué par les contrats de Bottas et de Joe, des contrats qui sont bien verrouillés, ou par des pilotes aussi qui apportent beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? C'est qu'on sent qu'il voudrait te donner ta chance, te titulariser, mais il y a la réalité qui fait que ces 2 pilotes sont en place et que c'est pas possible. Et qu'après, chaque écurie
Rival a aussi son vivier de pilotes et qu'on te dit, il n'y a pas de place. Oui, c'est ça. Déjà, c'est très rare quand il y a des places qui se libèrent en Formule 1. Et quand il y en a qui se libèrent, c'est très compliqué d'en avoir une. C'est convoité. Ouais. Exactement. Mais non, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'essais en Formule 1 avec Alfa Romeo. Et donc, non, c'était une chance déjà de pouvoir rouler en Formule 1. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont jamais touché à une Formule 1, jamais essayé, même en faisant des très bons résultats en Formule 3, Formule 2. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'être accompagnés par une équipe de F1 et de pouvoir essayer une F1. Donc, sur ça, moi, j'en suis très reconnaissant. Après, c'est vrai que c'est frustrant quand on est aux portes. On sait que potentiellement, j'aurais adoré avoir ma chance et je ne sais pas si j'aurais bien fait ou pas, hein, mais j'étais prêt et je sentais que, voilà, en tout cas, j'allais tout donner pour. Et donc, non, c'est assez frustrant, mais je suis un peu passé à autre chose et je ferme pas du tout la porte à quoi que ce soit, quelle que soit la catégorie, parce que dans mes 2 dernières années de carrière, j'ai tout essayé. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça c'est une certitude. Et pour un bon budget en Formule 2, c'est combien à peu près en millions d'euros les saisons de aujourd'hui Formule 2, aujourd'hui c'est sûr que on est 2 ans après mon titre. J'ai eu des échos que ça a bien augmenté, ça c'est une certitude, ça fait qu'augmenter. On est à combien? On a 7, 8 millions, 10 millions? On est autour des 3 à 4 millions. Ah, 3-4 millions, pour une d'accord. saison. Mais c'est pour ça que déjà c'est 3-4 Ouais, millions. et c'est Toto Wolff en fait qui disait 10 millions, c'est pour amener un c'est pilote ça, exactement. de la Ça, base c'est le budget jusque total, tout en haut. Mais Ouais, là, c'est ça. c'est déjà 3-4 millions. Et ouais. C'est énorme. Mais Il faut en prendre fait, en il faut compte, prévoir tout ce budget-là pour ensuite se présenter en Formule 1. Exactement, ouais, du karting jusqu'à la monoplace. Là, moi, de mon côté, j'ai eu de la chance déjà d'avoir des parents qui ont fait beaucoup de sacrifices et qui m'ont aidé pour me lancer. La base, c'est quand même de pouvoir se lancer, et puis ça coûte déjà très cher de pouvoir se lancer. Et puis ensuite, j'ai été aidé à l'époque par la Fédération française du sport automobile qui m'a énormément aidé. Sauber, bien sûr, ça a été depuis la Formule 3 jusqu'à la F2. L'aide principale. Et puis, après, j'ai quelques sponsors personnels, mais les sponsors personnels, sur le total, c'est Pour ramener 3 ou 4 millions, oui. c'est très compliqué. De faire confiance à un jeune pilote, voilà, c'est sûr que c'est pas simple. Bon, Théo, on va parler de la Formule 1 avec évidemment votre regard. Et on reviendra, j'ai une petite surprise pour vous. On va parler évidemment de Lando Norris et de ce week-end à Sao Paulo. Dimanche soir, donc, Lando Norris a signé un 2e succès consécutif après le Mexique. C'est sa 7e victoire cette saison. Il a renforcé sa toute nouvelle place de leader au championnat pour avoir désormais 24 points d'avance sur Oscar Piastri et 49 sur Max Verstappen, sachant qu'il reste 3 Grands Prix et un sprint, donc 83 points à marquer au maximum. Un week-end à écrire en lettres majuscules pour le Britannique qui a dominé du début à la fin. Et on peut même dire qu'il a pris la dimension d'un champion depuis le samedi du Grand Prix du Mexique. Je vous ai préparé un petit visuel, mes chers camarades, où on compile les résultats, donc essai libre 1, essai libre 2, qualification, Grand Prix, donc à Singapour, à Austin, à Mexico et à Sao Paulo. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la dernière fois que Piastri a été plus rapide que Norris sur une séance ou en course, c'était lors de la qualif de Singapour, où Oscar Piastri est 3e et Norris est 5e. Depuis, que ce soit sur les Grands Prix, les séances d'essai, alors on a exclu évidemment le sprint d'Austin où les deux se sont accrochés, et la FP1 au Mexique parce que c'est Pato Ward, je crois, qui roulait dans la voiture, mais sinon il est tout le temps devant. C'est à ça qu'on voit le basculement, Théo, pour vous? Ouais, là, c'est sûr que sur ces derniers meetings, ces 2 derniers meetings spécifiquement, Norris, il a vraiment pris l'ascendant. Il y a beaucoup de questions aussi sur le fait de comment Piastri a perdu de la performance soudainement. Moi, je trouve que j'ai beaucoup roulé avec Oscar en Formule 3 et Formule 2. Et en Formule 3, il était un peu sur cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il avait fait un très bon début de saison. Et sur la fin de saison, ça a été très complexe. Il a très peu marqué de points. Et je l'avais rattrapé. Et ça s'est fini à pas grand-chose. À 2 points. Alors, c'est un lancement royal que vous me faites, Théo. On va revenir, mais justement, j'ai fait exactement le même tableau sur la fin de saison 2020 en Formule 3, où justement vous étiez à la bagarre avec Oscar Piastri. Spa, Monza, Mugello, 2 courses à chaque fois. Et à chaque fois, vous êtes devant. Vous lui avez repris des points sur toutes les courses. Il a manqué 2 petits points. Mais 2 petits points. Ça veut dire que Oscar Piastri, il a, j'ai envie de dire presque dans son ADN, du mal à terminer. C'est long, hein, attention, c'est pas du tout une façon de critiquer et de dévaloriser Oscar Piastri,
mais c'est dur de gérer un championnat sur la longueur. Bien sûr, c'est pas simple. Et par contre, je trouve que c'est pas vraiment forcément dans son caractère. Alors, il l'a fait en Formule 3, c'était à peu près la même dynamique. Il est en train de faire ça en Formule 1. Mais son caractère montre qu'il est assez froid, naturellement, et qu'il réagit pas trop. Il n'a pas trop d'émotions. En tout cas, il les montre pas. Donc, on pourrait se dire qu'il tient bien la pression et qu'il ne réagit pas à ce qui se passe autour de lui. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Honnêtement, il a l'air d'être vraiment sur une dynamique compliquée, avec même des erreurs. Un manque de performance, c'est une chose, mais aussi des erreurs. On l'a vu à Bakou. Bakou, c'était vraiment catastrophique. Et puis aussi au Brésil, en course sprint, où il perd la voiture. Alors, les conditions très compliquées, mais Norris le fait pas, Verstappen se rattrape. Enfin, voilà, donc ça se joue à pas grand-chose, mais c'est compliqué. Stéphane, la dynamique, on la voit aussi depuis Monza. Tu nous as fait un petit calcul sur les points marqués depuis l'Italie. Oui, tout à fait. Depuis le Grand Prix d'Italie, Verstappen a marqué 136 points, Norris 115 et Piastri 57. Là, il est en implosion totale. Au-delà de ça, ce qui apparaît comme une faillite un petit peu technique, parce qu'il a expliqué juste avant Austin, que la voiture, il y avait quelque chose qui avait changé, qu'il fallait la piloter différemment et qu'il n'y parvenait pas. Mais c'est que on a l'impression qu'il devient quand même quelqu'un d'autre, il devient fébrile. 2 erreurs à Bakou, tu l'as dit. Le crash au départ à Austin aussi, où il se décale un peu brutalement. Le jeu des dominos fait qu'il l'élimine, Norris quand même. Et puis à Sao Paulo aussi, son erreur dans le sprint, et puis même son attaque sur Antonelli en début de course où il se jette et on se dit qu'en début de saison il n'aurait pas fait ça. C'est complètement différent et j'ai l'impression qu'il est en train de jouer un petit peu son va-tout, en train de devenir quelqu'un d'autre, mais que ça marche pas. J'ai 2 questions en fait pour vous, Théo. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez de quoi il parle quand il dit que la McLaren est différente maintenant à piloter? Et 2, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on l'entend, on nous pose la question sur la chaîne YouTube, est-ce qu'on peut imaginer que McLaren dégrade volontairement la voiture d'un pilote pour favoriser l'autre? Voilà, je vous pose les 2 questions en même temps. Non, bien sûr, c'est une question que beaucoup de personnes se sont posées, du fait que McLaren pourrait avantager Norris. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, connaissant un peu aussi Zach. J'étais en IndyCar avec McLaren et je l'ai côtoyé plusieurs fois. Non, lui, il veut juste. Ils ont été champions du monde constructeur, ce qui est vraiment le principal pour McLaren aussi, il faut le rappeler. Et ils veulent juste donner les mêmes armes aux 2 pilotes pour se battre en piste et faire du mieux possible. Je pense que le sport de haut niveau, ça se joue beaucoup au niveau du mental. Et ça, c'est véridique. On l'a vu Norris au début de saison, il n'y arrivait pas. Et c'est pareil, c'était le même genre d'erreur. On parle de pas grand-chose, mais qui se termine toujours mal et toujours moins bien que son coéquipier. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver à Piastri. Est-ce que la voiture est si différente à conduire ? Je ne suis pas vraiment chez McLaren et dans les débriefings techniques et je peux pas vous parler de ça en détail, mais de ce qu'on voit, moi je trouve que Norris il a l'air vraiment à l'aise, vraiment à l'aise. Il surpousse pas en fait, il maximise le potentiel de sa voiture assez facilement. Et Piastri, ça se joue à chaque fois à un petit blocage de roues en plus, à mettre les roues un peu trop loin, à partir en tête à queue. C'est pas grand-chose, hein, mais il a perdu cette confiance. Et cette pénalité de 10 secondes, est-ce qu'il ne paye pas aussi un petit peu cette nouvelle réputation qu'il a de pilote qui peut faire des erreurs grossières? Franchement, quand même, on reparle de Bakou, d'Austin, de Sao Paulo. Et là, il attaque Antonelli. Les commissaires ont établi que l'axe de ses roues avant n'était pas complètement au niveau du rétroviseur de la Mercedes. Donc en fait, que la règle qui précise ça n'entrait pas en jeu. Et cette règle, elle donne un droit automatiquement si le pilote a l'axe de ses roues avant au niveau du rétroviseur. Le pilote qui est attaqué doit lui laisser une place suffisante. Et là, ce n'était pas le cas. Et après, on s'est posé la question sur la réaction d'Antonelli. Est-ce qu'elle était trop radicale? Mais en fait, j'ai l'impression que Antonelli aussi, il connaît très bien le règlement. Parce que quand il voit ça, il comprend que il peut résister et que Norris n'a pas un droit spécialement sous le virage et qu'il prend sa trajectoire normalement. Mais ça fait 10 secondes quand même de pénalité derrière. Si la Ferrari de Leclerc n'abandonne pas, je pense que c'est un incident de course. Est-ce que là, les commissaires n'ont pas un petit peu surréagi par rapport aux conséquences? Oui, mais c'est sûr qu'ils ont, je pense, jugé un peu les conséquences sur cette action-là. Je pense que de la voiture de Piastri, j'ai déjà été dans ce genre de situation. Il doit le tenter, ce dépassement. Antonelli, au bout de la ligne droite, il est milieu de piste. Exactement. Si vous n'y allez pas à ce moment-là, moi je resserre souvent une phrase de Ayrton Senna. Si vous voyez
un espace et que vous n'y allez pas, Bien sûr. vous n'êtes plus pilote. Et puis là, il faut aussi mettre dans le contexte que Piastri, il doit absolument perdre le moins de points possible Ouais. sur Norris. Il ne peut pas se permettre de rester derrière une Ferrari et une Mercedes qui sont plutôt vides sur ce week-end-là, mais qui vont le gêner en course parce que ça ne va pas être simple à doubler. Il doit le tenter. Et c'est un peu Je rejoins un peu Leclerc qui a dit que c'était quasiment du 50-50. Alors, c'est vrai que le fait de bloquer la roue, ça n'a pas dû plaire au commissaire aussi. Piastri bloque quand même bien la roue. Ça montre qu'il n'est pas en full contrôle de son véhicule. Donc ça n'aide pas. Mais Antonelli, oui, il doit connaître la règle. Il essaye aussi de protéger sa deuxième place. Il sait que s'il se fait passer là, il perd le podium potentiellement. Donc c'est un peu compliqué ce genre de situation. 3 de front en général, ça se passe Oui. jamais très bien. En général, ça se passe pour le moins bien pour celui qui est à l'extérieur. Exactement, ça c'est une certitude. Il y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que Piastri, il se dit je fais un gros coup aujourd'hui parce que Verstappen part dernier. Et puis, je pense que la réaction d'Antonelli aussi dans sa voiture, c'est de se dire Piastri n'a pas l'habitude de faire des choses aberrantes sur les départs. J'ai confiance, même s'il est un peu long sur son freinage. Et d'ailleurs, il n'était pas en détresse. Il clippe la roue arrière, ça se joue à 20 cm près. sûr. Il n'est pas un mètre trop tard. Voilà. C'est pas une Et- attaque à la lance Et, troll. et je pense qu'Antonelli a confiance aussi en disant il va être un peu long, mais ça va bien se passer. Je fais comme si de rien n'était. Je ne sais pas, mais en tous les cas, Piastri, là-dessus, effectivement, il perd 10 secondes. Et puis là, il perd la possibilité de finir devant Verstappen. Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui commence à être compliqué pour Piastri, c'est qu'il peut. Alors, être champion du monde, ça se complique de plus en plus. Ouais. Être vice-champion du monde, qui quand même, même si c'est pas le titre qu'on vise quand on est dans la meilleure équipe et on se bat pour le titre de champion du monde, mais ça serait quand même une grosse défaite de faire 3e seulement au championnat, je pense, pour lui. Quelle serait la réaction de Zak Brown par rapport à ça maintenant? Est-ce qu'il dit on va tout mettre sur Norris ou on continue d'essayer de jouer avec 2 cartouches, quitte à se faire doubler par Verstappen au dernier moment? Personnellement, moi, je trouve qu'ils ont assez de marge, même si elle est fine, mais ils ont assez de marge pour pouvoir laisser les pilotes s'exprimer en piste et donner quand même une chance à Oscar de se battre jusqu'au bout. Tant qu'il n'a pas perdu le titre, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, si ça se joue à la dernière course entre un Verstappen et un Norris, il faut forcément, je pense, aider un peu Norris. Vous évoquiez l'aspect mental, là, ce qu'on m'a rapporté de ces derniers week-ends au Mexique et au Brésil, c'est que désormais il y a une sorte d'escorte amicale, mais autour de Lando Norris, histoire de lui éviter. C'est quelqu'un qui est très sympathique, très facile d'accès. Quand il voit un môme, il ne sait pas dire non à une signature d'autographe. Et on s'est dit dans son entourage que ça finissait par le sortir de sa concentration, de son centrage sur lui-même. Et donc là, depuis quelques Grands Prix, il est escorté. On écarte un peu en disant non, là, c'est focus maintenant jusqu'au bout de la saison. Il n'y a pas d'autographe, il n'y a pas de photo, on est focus. Ça peut jouer, ça? Ouais, honnêtement, moi, quand je me suis battu pour le titre, et c'était qu'en Formule 2, entre guillemets, mais déjà, il y a beaucoup Il y a de des pression. sollicitations. Exactement, et il y a beaucoup de pression et on essaye de mettre, chaque détail doit être vraiment parfait et on se bat face à, de toute façon, en Formule 3, Formule 2, Formule 1, le niveau en sport automobile, même championnat du monde d'endurance, IndyCar, il n'y a que des très bons pilotes quand on se bat pour les titres dans ces championnats-là. Donc chaque détail est vraiment important. Je pense que Norris, ça le soulagerait énormément de gagner un titre de champion du monde aussi. Et on l'a vu avec Verstappen. Verstappen, avant son titre, c'était des erreurs parfois un peu trop agressives en piste. Il a gagné, puis là, il a déroulé ensuite. Ce serait, je pense, le même effet avec un Norris. Donc pour le moment, il est un peu sous pression. Il doit se faire contrôler un peu et aider pour aller chercher ce premier titre. Mais s'il l'a, il changera. Pour vous, Norris, champion du monde, sera meilleur en 2026 qu'il ne l'est aujourd'hui en 2025, justement parce que ça y est, c'est fait. Il a son titre et quelque part, maintenant, il peut se déployer ses ailes. Je pense que c'est ce type de pilote-là. Après, il peut y avoir l'effet inverse aussi. Il peut y avoir l'effet de j'ai gagné. Il va faire la nouba pendant 6 mois. Il n'y a plus rien à. Voilà, vous me laissez tranquille, j'ai gagné. Alors, ça, je pense que c'était plus type Raikkonen. Raikkonen, champion, très content. Je pense qu'il a bien fait la fête. Non, mais voilà, il y a 2 types de pilotes. Et on l'a vu avec Verstappen, qui avait à ce moment-là la meilleure voiture aussi. Ça dépend beaucoup de la voiture en sport automobile. Donc, on verra avec la nouvelle réglementation. Je pense que McLaren avec un moteur Mercedes, ça peut être intéressant sur le papier l'an prochain. Et puis, mais mentalement, il sera beaucoup plus soulagé. Moi, personnellement, je serais plus soulagé à sa place. Il n'y a plus rien à prouver. On est champion du monde de F1, c'est fait. Maintenant, il faut juste continuer de gagner, quoi. On va passer à Max Verstappen et à l'équipe Red Bull.
je peux difficilement personnellement les dissocier de ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'alors samedi, c'est samedi cauchemar, avec donc une 4e place, hein, c'est ça, en course sprint pour Max Verstappen. Et on enchaîne avec la qualif pour le Grand Prix. Et là, Oui. incroyable, 16e place, 16e temps. C'est la première fois depuis le Japon 2006 que Red Bull ne place aucune de ses voitures en Q2. Japon 2006, c'était David Coulthard et Robert Dornbos. Voilà. Et il se retrouve à plus de 7 dixièmes par rapport à Norris Ouais. en qualification. Donc là, réunion de crise après la qualif, en disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, on décide de sortir la voiture du parc fermé et de tout changer sur la voiture. Moteur, on a tout changé, hein, de toute façon. Turbo, MGUH, MGUK, batterie, unité centrale, les réglages de suspension, les réglages d'aileron. On a mis vraiment la voiture à l'envers par rapport à ce qu'elle donnait. La contrepartie, c'est de partir de la voie des stands. Et il remonte 3e de ce Grand Prix. Il termine à 10 secondes 7 du vainqueur, sachant qu'à la fin du 2e tour, le fait de partir dernier, il pointe à 27 secondes du leader et qu'il a dû faire 3 passages au stand parce qu'il a crevé, crevaison lente sur le premier train de pneus. C'est phénoménal, époustouflant. Je ne sais pas quel mot trouver, mais à la fois pour le pilote, pour l'équipe, parce qu'il faut bien comprendre, il n'y a plus de warm-up en Formule 1. C'est-à-dire qu'on lui a mis la voiture presque à l'envers de ce qu'elle était la veille. Il monte dans la voiture et c'est le Grand Prix. Et ça, c'est fort quand même, parce que c'est énormément de risques. Et bon, après, c'est sûr qu'en partant, quoi qu'il arrive, loin, il fallait le tenter. Mais ce qui est beau aussi, c'est de se dire, il savait exactement ce qu'il y avait à changer sur la voiture pour qu'elle fonctionne. Et elle a parfaitement fonctionné. Je pense qu'il était sur... il y avait Norris et lui en course le dimanche. Et puis lui, il est parti très loin. La stratégie était parfaite. Il y a tout. Quand Red Bull est comme ça, c'est une grosse menace, je pense, pour le reste du peloton. Mais moi, ce que j'aimerais bien que vous nous décriviez, c'est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, d'ailleurs ça peut, à l'époque vous étiez chez Hard Grand Prix, peut-être voilà, d'une séance d'essai où la voiture est nulle part, on se dit allez, on change tout. Hard Grand Prix, c'est quand même une des références en F2, je les sens capables de faire ce genre de choses. Mais enfin, les techniciens, il faut avoir le courage de dire attendez, hop, on prend tout, on change tout, et la confiance dans le pilote, parce que de ce que j'entends, c'est aussi Verstappen qui dit je veux ça. Les techniciens, si tu veux ça, ok, on fait ça. Et après, à toi de faire le reste. Ouais, ben, c'est ça qui est beau, c'est que là, bon, Verstappen, c'est, je pense, le meilleur ou l'un des meilleurs sur la grille. Et quasiment maintenant, on peut parler de lui dans l'histoire de la Formule 1. Mais il est très très bon pilote, mais en plus, il doit être très très bon au niveau de la technique, de savoir ce qu'il veut exactement sur sa voiture. Il a une équipe d'ingénieurs formidable autour de lui. Et on parle de Red Bull qui a gagné plusieurs titres de champion du monde. Mais oui, c'est sûr que c'est pas simple, mais ça m'est déjà arrivé en Formule 2 de commencer le week-end d'une façon catastrophique. En plus, on n'a que 45 minutes d'essai libre, on doit aller en qualif, et de prendre des décisions assez radicales pour essayer de au moins sauver son week-end et au moins de faire une bonne qualification et de partir bien en course. Et donc ça, c'est pas simple parce qu'on est sûr de rien. On a juste des infos peut-être de course d'avant ou de simulation. Mais par contre, quand on doit aller sur la piste avec une voiture complètement différente, il faut faire le travail quoi qu'il arrive et c'est beaucoup de pression. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est soi-même pilote et qu'on voit ça? C'est de l'admiration, on essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'on pense? Ben, en fait, c'est dur à comprendre tellement on a l'impression que c'est facile. Enfin, pour nous aussi, hein, je vous rassure. Mais ça paraît d'une facilité vraiment incroyable pour Verstappen et pour Red Bull, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est très très loin d'être facile, surtout à ce niveau-là. Mais ils arrivent à toujours nous surprendre. Et en fait, ça paraît normal maintenant de voir Verstappen partir de la voie des stands. S'il n'est pas dans le top 3, c'est limite une déception. C'est un échec. Alors que c'est vraiment personne d'autre pourrait le faire. Est-ce qu'il y avait un effet moteur neuf par rapport à l'altitude? On sait que Sao Paulo, c'est à peu près à 800 mètres d'altitude. Est-ce que ça a un petit peu joué aussi? On avait vu Lewis Hamilton, je crois que 2021, qui fait un carnaval pas possible aussi, sprint et Grand Prix, avec un moteur neuf. Et là, on s'est dit, mais il a 50 chevaux de plus que tout le monde sous le capot. Oui, mais ça, c'est sûr.
l'effet du moteur neuf dans toutes les catégories, tout type de moteur, ça a vraiment un effet très très fort. On a plus de puissance, ou même les passages de rapport, ils ont tout changé de toute façon sur cette Red Bull. Et c'est intéressant de l'avoir fait maintenant parce qu'il n'y avait pas de pénalité au final à partir du 17e ou de la voie des stands. Honnêtement, ça se joue à pas grand-chose, mais surtout qu'il aura toujours ce moteur très performant pour les courses d'après. Et ça, c'est très très intelligent. On va à Las Vegas ensuite pour la Formule 1. Las Vegas, il y a beaucoup de lignes droites. Il y a moyen que ça soit un gros avantage pour lui. J'ai une petite question. Moi, je ne sais pas si vous avez suivi très très attentivement ce Grand Prix. Je sais qu'il y avait d'autres choses à faire en même temps. Au 54e tour, il repasse au stand. Il a à ce moment-là une quinzaine de secondes d'avance. On s'est tous dit en regardant le Grand Prix, est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il faut rester en se disant, allez, maintenant on tente le tout pour le tout? Vous en avez pensé quoi? Je l'ai vu, ça. J'étais avec mon téléphone à Bahreïn et je regardais la course. Comme tous les pilotes. Il y avait beaucoup de pilotes sur leur téléphone pour regarder la course. Mais non, c'est sûr qu'en fait, quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu parce que on a toujours envie de voir des choses exceptionnelles, des nouvelles, voir des pilotes écrire l'histoire. Parce que partir de la voie des stands et gagner une course, ça s'est jamais fait, il me semble. Donc ça aurait été vraiment beau. Après, il y a tellement de personnes, que ce soit à l'usine en Angleterre, à Milton Keynes pour Red Bull, ou sur la piste avec les stratèges, qui ont des données en temps réel tellement précises qu'ils ont dû savoir que c'était peut-être la meilleure façon de pouvoir finir au moins deuxième. Ça s'est pas fait, il a fait troisième et à très peu de choses, peut-être un tour il lui manquait pour doubler Antonelli. Donc je pense que c'est logique, ça a été fait et bien réfléchi par beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a un pilote qui a gagné en partant des stands. Une course, Hongrie 2021, quand tout le monde rentre. Et quand Hamilton se fait undercutter par tout le peloton, c'est forcément un pilote qui est parti de la voie des stands qui gagne. Donc ça peut-être déjà été fait. C'est vrai. Techniquement, oui. Bon, en tout cas, ça reste absolument bluffant. 49 points de retard maintenant pour Max Verstappen sur Lando Norris. Est-ce qu'on peut continuer à y croire, Stéphane, Théo? 83 points attribués. Ne pose pas la question au clan Red Bull. Pour eux, tant que c'est pas fini, quoi. Non, là, c'est vrai qu'il faudrait 2 abandons quand même de Norris pour redistribuer les cartes. Mais faut pas oublier Piastri, il a 24 unités, tu as dit 83 points à distribuer. C'est pas encore fini pour lui. Mais gagner 1 ou 2 courses pour Norris ou Piastri, c'est quasiment l'assurance d'être champion du monde. Enfin, après, il faudrait voir si c'est Piastri qui gagne 2 courses, comment est-ce que se positionne Norris. Mais faut pas oublier Piastri dans cette histoire. Théo? Ouais, je pense que je suis d'accord avec ce raisonnement-là. Pour moi, ça va se jouer jusqu'au bout. Ça va être très serré. Je crois que Verstappen va y croire jusqu'à dernier tour à Abu Dhabi. Après, il a l'habitude. Il a l'habitude. Il sait ce que c'est. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Bon, on vous invite pas à déjeuner ou à dîner le jour du Grand Prix à Abu Dhabi, on sait ce que vous faites. Ah oui, moi je regarderai bien le Grand Prix, ça c'est une certitude. On va passer à Ferrari. Là, l'ambiance n'est pas exactement la même que chez Red Bull après le Grand Prix. Ferrari, double abandon pendant le Grand Prix. Un total ramené de ce week-end à Sao Paulo de 6 points. Il y a eu seulement 2 Grands Prix cette saison. Ils en ont ramené moins. Il y avait eu le 0 absolu à Zandvoort et 5 points ramenés de l'Australie. Stéphane, le bilan de cette saison, il commence à vraiment faire peur du côté de chez Ferrari. Il faudrait ressortir la phrase de John Elkann. Je crois que je l'ai sous la main. Là, il n'est pas content. Clairement, il a poussé un coup de gueule. Et c'est assez rare de sa part. Il est quand même sur la réserve. Oui, c'est quelqu'un qui est habituellement habituellement très discret. Une lassitude quand même. Les mécaniciens font leur travail entre les qualifications et les arrêts au stand. Et c'est vrai. Ferrari a eu, je crois, 9 fois le meilleur chrono cette saison en termes d'intervention au stand. Et puis, il précise que les ingénieurs aussi ont amélioré la voiture. Même chose pour les ingénieurs, dit-il, puisque la voiture a progressé de manière évidente, même si elle n'a pas reçu quand même beaucoup de développement. Non. Bon. Par contre, ce qu'il dit, c'est le reste n'est pas à la hauteur. Et le reste, là, c'est les pilotes en prennent pour leur grade. Oui. Et globalement, il est certainement important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins. Et nous avons besoin de pilotes qui ne pensent pas à eux-mêmes, mais qui pensent à Ferrari. Et là, il était à Bahreïn quand même, quand il a dit ça aussi, où Ferrari a remporté le titre des constructeurs. Donc là, c'est Ferrari maintenant qui fait
en endurance qui fait oublier les déboires en Formule 1. Et il n'y a pas de titre depuis 2008. On sent quand même que on passe maintenant on va être dans le Money Time l'année prochaine. Est-ce que Ferrari est capable de faire une bonne voiture ou est-ce qu'ils vont en reprendre pour 2 ou 3 ans de difficultés parce que si la voiture est mal née, qu'est-ce qui se passera face à Mercedes, Red Bull, McLaren ou même Aston Martin? Théo, John Elkann, c'est aussi indirectement votre patron, hein, parce que c'est le patron de Stellantis. Je me permets de vous le rappeler. Faites attention à ce que vous allez dire. Le jour où votre patron vous dit faut parler moins et se concentrer sur le pilotage, vous le prenez comment? Moi, je prends toute critique. C'est important c'est sûr de bien. Surtout quand ça vient du patron, je vous conseille. Oui, non, c'est sûr, c'est important, c'est important. Après là, dans le cas de Ferrari, c'est différent. Moi, c'est vrai que leur saison, elle est complexe, elle est très très complexe parce qu'ils espéraient, en plus, je pense, en recrutant Hamilton, cette fois champion du monde, que ça fasse des victoires, que ça montre vraiment de belles choses. C'était bien, ça avait bien commencé avec une victoire en sprint en Chine, il me semble, pour Lewis Hamilton. Et je m'en souviens parce que à ce moment-là, tout le monde se dit bon, là, c'est la machine est lancée, quoi. Hamilton, Ferrari, avec Leclerc en coéquipier, ça peut aller très très vite. Puis ça s'est pas fait. Très complexe. L'an prochain, ils ont vraiment une opportunité de se relancer avec la nouvelle réglementation. C'est une toute nouvelle voiture, même au niveau du moteur. Là, il y a vraiment des différences à faire. Donc, c'est soit ça peut très bien se passer, soit ça peut très très mal se passer aussi. On l'a vu avec des changements de réglementation comme en 2014. Oui. Il y a des écarts énormes entre les voitures. Ça peut être le cas l'an prochain. Et c'est à l'équipe qui va faire le meilleur travail. Donc, non, c'est important. Je pense que Ferrari, quand même, ça doit être sur le haut du classement, quoi. On a vu que ces derniers jours, on a aussi un petit peu communiqué chez Ferrari, c'était avant ce Grand Prix, avant cette déclaration, ou j'ai presque envie de dire ce recadrage de John Elkann vis-à-vis de ces deux pilotes, sur le fait que la suspension arrière sera une suspension à tirant. C'est Loïc Serra qui ramène en fait une technologie qui avait été un petit peu abandonnée par Ferrari. Là aussi, on essaye de prendre des options. Quand on a un septuple champion du monde de Formule 1, j'imagine que ça doit aider dans le développement d'une voiture, ou c'est vraiment que les ingénieurs qui font le travail? Je pense que un tel pilote comme Hamilton, on parle de Hamilton, à Verstappen, ou à l'époque c'était des Schumacher, ces pilotes-là, ils ont la capacité de guider une équipe vers une sorte de développement de la voiture. Ils savent ce qu'il faut pour aller vite, en fait, parce qu'à la fin, les simulations, c'est une chose. Les ordinateurs, les ingénieurs nous aident beaucoup, bien sûr. C'est eux qui font énormément de travail. Mais le pilote, c'est celui qui est dans la voiture et qui ressent tout. Donc, c'est important d'écouter les pilotes. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'Hamilton peut vraiment aider pour 2026. Là, il est arrivé début 2025. La voiture ne pouvait pas non plus faire des miracles. Je pense que c'était déjà pas si simple en 2024. Ça ne pouvait pas être beaucoup mieux en 2025. C'est vraiment l'an prochain qu'ils peuvent faire une différence positive, je l'espère, pour eux. Mais il y a eu des victoires l'année dernière. Par contre, c'est vrai que cette année, c'est aride. Il n'y a pas d'autre mot. 0 victoire. Il y a 7 podiums, tous assurés par Leclerc. Je vois ça. Et puis, il y a des moments embarrassants. Double élimination à Imola de Ferrari. C'est délicat. Double disqualification en Chine. C'est quand même embarrassant quand tu t'appelles Ferrari. Tu n'es pas capable de calculer, de vérifier ou de prévoir ce qui va se passer en course, la dégradation et comment ce qui arrivera à la voiture au bout du compte. Et puis, il y a des choses un peu bizarres aussi, c'est 14 meetings de suite sans abandon, et puis là, coup sur coup, Zandvoort, Sao Paulo. Bon, et John Elkann l'a dit, l'équipe travaille bien, le pit crew travaille bien, mais c'est vrai que c'est dans l'aspect général, ce manque de victoire qui fait ressortir toutes ces difficultés. Mais Leclerc, il passe tout près d'un podium, certainement dimanche aussi. Donc, il le répète, on peut être deuxième du championnat du monde constructeur. C'est pas si mal que ça, mais c'est pas au niveau de Ferrari. Et je rappelle aussi le nombre de tours leaders. McLaren 762, Red Bull 341, etc. Ferrari 42, je dirais que c'est juste 41 de plus que Williams. Voilà. Ok. Donc c'est là où ça fait un petit peu mal. Et puis après, ceux qui sont visés, effectivement, c'est Leclerc. Mais alors, comment ? C'est la question. Il était moins performant quand même, je trouve, au volant d'une voiture qui était très pointue, mais qui était hyper performante. Ils ont peut-être fait l'erreur de la rendre un petit peu plus docile, cette voiture, comme ils ont fait d'ailleurs chez Red Bull cette année,
avant peut-être de repartir sur une voiture un peu plus pointue, parce qu'ils se sont dit on met tout sur Verstappen et avec un peu plus pointu, mais lui il saura faire, tant pis. Mais Leclerc, il y a quelques boulettes aussi, la sortie de piste juste avant le sprint à Miami, il y a des choses comme ça, il y a des erreurs qui font que, mais il a 2 abandons collatéraux, la faute d'Anthony. Par contre, Hamilton, c'est plus contrasté. Oui, puis honnêtement, la réaction que j'ai eue moi quand il y a eu cet accrochage avec donc l'attaque de Piastri, ça fait par effet de domino et c'est Leclerc qui sort. En fait, je pense que quand on est sportif de haut niveau, on est obligé de croire à ça. C'est-à-dire que quand rien ne va, rien ne va. Exactement, exactement. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière où la seule éclaircie peut-être de l'année, elle s'éteint. Elle est foudroyée voilà. par un truc qui vous mais ça dépend pas de vous. Exactement. Et ça vous tombe dessus. Voilà, mais en même temps, c'est peut-être un signe aussi, le fait que la performance soit pas là, c'est compliqué. On ne peut pas non plus espérer que des miracles en sport automobile. On a de la chance certaines fois, mais sinon, il faut vraiment performer en piste et faire des résultats sans espérer des miracles, quoi. Mais ça, c'est peut-être le début quand même du grand nettoyage à Maranello. On va voir parce que l'ex-ingénieur performance de Lewis Hamilton, Riccardo Corte, qui a été remplacé à Spa par Luca Diella, il a quitté Maranello. Alors ça, c'est certainement le remplacement à la demande du pilote, parce qu'il faut vraiment une connexion étroite, même avec un ingénieur perfo qui doit être le 2e ou le 3e dans la hiérarchie, derrière l'ingénieur de course. Mais là, la question quand même qu'on se pose moi, mais qu'on se posait beaucoup en début de saison, c'est la connexion Lewis Hamilton, Riccardo Adami, avec son ingénieur, les coups de radio, etc., qui se comprenaient pas bien. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est préoccupant du côté de Lewis Hamilton, où on a l'impression qu'il n'est pas du tout en phase par moment avec cette équipe? Ça ne doit pas être simple pour lui de s'adapter d'une équipe qui était 100% anglaise. Bon, Mercedes qui est une marque allemande, mais Basé à Brackley. exactement, Ouais. basé à Brackley, avec vraiment que des ingénieurs anglais, des mécaniciens anglais, et lui qui était pilote anglais. Et son ingénieur Peter Bonington. Oui, tout à fait. Alors là, je précise que Luca Diella, qui est arrivé, qui est son ingénieur performance depuis Spa, il arrive de Mercedes. Donc il commence à débaucher aussi des gens pour essayer de s'en sortir. Et je pense que c'est ce qui lui manquait un peu à Lewis, c'est de s'adapter, de rencontrer déjà de toutes nouvelles personnes. Je pense qu'il s'est bien adapté avec ses mécaniciens qui ont apprécié le voir venir chez Ferrari. Et de l'extérieur, j'ai l'impression qu'avec les ingénieurs, c'est plus compliqué. Déjà, du fait de la barrière de la langue n'est pas simple, honnêtement. On voit qu'ils ont du mal à se comprendre. C'est juste parfois des mots, une façon de parler qui est différente. Ouais. Mais quand on est en Formule 1, on ne peut pas se permettre ça. En fait. Dans le feu de l'action, il faut que... Exactement. Parce que en fait, vous avez eu ce travail à faire en Formule 2, en endurance même. Vous êtes dans une Peugeot. Bien sûr. Votre ingénieur... Alors moi, c'était un ingénieur italien, là, Ah oui. Ruggiero, et en fait, vous parlez anglais. Et on parle anglais, bien sûr, mais on se Mais il n'y a pas le temps de traduire. Non, Il exactement. faut vraiment que ça soit... Enfin là, je veux dire, c'est compliqué. Là, pour le coup, c'est l'ingénieur de Lewis, qui donc est italien, qui parle anglais, Bien sûr. avec un anglais qui est forcément moins bon que celui de Peter Bonington, parce que c'est la langue maternelle. Enfin, il y a aussi ce filtre-là. C'est ça. Et on parle vraiment de détails. C'est pas on ne dit pas que les ingénieurs de Lewis Hamilton ne savent pas du tout parler anglais mais la façon dont il parle à Lewis n'est pas du tout la même que sa communication qu'il avait avec Et Mercedes. puis la fréquence, parce que là, il dit arrête de me parler. C'est-à-dire que parle-moi moins, c'est-à-dire qu'il faut être précis. Et là aussi, c'est au fil du temps qu'on apprend à se parler et à dire juste ce qu'il faut. Ça arrive à d'autres aussi. Ça rebondit là-dessus. En fait, c'est pas un problème de savoir parler anglais. C'est même dans sa propre langue, il y a des mots qu'on utilise pour décrire une sensation. Voilà. Quand ça fait 10 ans que vous êtes avec le même ingénieur, tel mot, vous savez lui, il sait comment vous le comprenez. Ouais. Là, faut repartir de zéro. Il faut repartir de zéro. Mais repartir C'est ce de que zéro. vous faites vous chez Peugeot, j'imagine. Enfin, faut réapprendre l'habitude de l'équipe. Bien sûr, il faut réapprendre l'habitude de l'équipe. La chance que j'ai, moi, c'est que c'est beaucoup de personnes qui parlent français, des Français. Donc, on s'entend super bien. Mais même avec mon ingénieur qui était italien ce week-end, on s'est direct bien compris parce que, comme tu as pu le dire, et on a les mêmes mots pour décrire les mêmes choses. Et ça, c'est hyper important. On n'a pas le temps, en fait, de se comprendre. Oui, d'expliquer ce qu'on veut dire. Exactement. Et tout le monde travaille à une vitesse folle. Le niveau est super élevé dans chaque championnat. On ne peut pas perdre du temps comme ça. Donc, non, c'est important. On a tout dit, Stéphane, sur le clan Ferrari, à part que là, il va falloir quand même un résultat. La clé, je pense, l'année prochaine, c'est ce que Loïc Serra est capable de produire en tant que voiture. Ça sera sa première vraie voiture 100% dessinée de A à Z.
Loïc Serra, qui est un ancien ingénieur performance de chez Mercedes que Lewis Hamilton connaît bien et avec qui il est en connexion et avec qui il demande des choses bien précises. Et il faudra que toute cette connexion-là marche, se mette en place, soit performante parce que là, c'est le risque d'explosion immédiat. Clairement. Donc, moi, je pense que cette relation-là, ce sera la clé pour l'an prochain. Clairement, Théo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si la voiture ne marche pas l'année prochaine, c'est dangereux pour Lewis Hamilton, c'est dangereux dans une certaine mesure aussi pour Charles Leclerc, pour Fred Vasseur. Ouais, c'est exactement ça. C'est hyper complexe parce que Ferrari, ça fait des années que ça gagne pas, en fait, tout simplement, alors que c'était l'équipe numéro 1 à un moment. C'est l'équipe la plus légendaire sur le papier parce que c'est Ferrari, on connaît l'histoire. Maintenant, on ne peut pas se reposer que sur ça. Et je pense qu'on l'a vu avec McLaren. McLaren qui était une équipe aussi légendaire, qui a galéré pendant des années, mais qui a failli disparaître. Qui a failli disparaître, mais qui a travaillé énormément pour revenir à un tel niveau. Et je pense que la clé, c'est juste de gagner. Il faut performer en piste, ça c'est important. Et donc, pour terminer sur le sujet, Ferrari est passé 4e du championnat des constructeurs, 398 points pour Mercedes, 366 pour Red Bull, donc on a quand même 32 points de retard, et 362 pour la Scuderia. Il y a 4 points d'écart entre Red Bull et Ferrari. Bon, on parle même pas de McLaren, 756, on est quasiment au double. Pas de souci là-dessus. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Sao Paulo. Se projeter peut-être dans une dizaine de jours, Stéphane, sur le Grand Prix de Las Vegas, 22e Grand Prix de la saison. Je vais commencer par donner les horaires, parce que, alors là, accrochez-vous les amis, il faut être concentré, parce que pour les concurrents, le week-end commencera le jeudi, mais avec le décalage horaire de 9h, ça sera le vendredi matin très tôt, si vous regardez en France métropolitaine. Première séance d'essai libre, vendredi matin, 1h30. Pas 13h30, 1h30 du matin. Voilà. Deuxième séance d'essai libre à 5h. Après, vous pouvez aller vous coucher, pas de problème. Troisième séance d'essai libre, donc ça sera samedi, pareil, samedi matin à 1h30. Les qualifications à 5h. Et le Grand Prix, lui, dimanche à 5h. C'est folklore, c'est Las Vegas. Oui, Grand Prix extraordinaire parce qu'ils ont fait instantanément 2 fois et demi ce que représente en fait l'agitation médiatique d'un Super Bowl. Et pour eux, c'était la référence aux États-Unis et la F1 a dépassé ce cadre-là, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, pour Las Vegas, je te dirais, Gilles, si tu as envie de passer plusieurs heures à la douane en arrivant sur le circuit, tu arrives en pyjama comme Tsunoda l'année dernière. Il avait dormi dans l'avion, il sort comme ça et on dit attendez, par avec ici, ma tête, vous ne ressemblez pas à juste j'arrive. Moi, juste j'arrive déjà, j'en ai pour 4 heures. Tout à fait. L'année dernière aussi, on avait comme une odeur un parfum un petit peu festif. Voilà. Et puis, tout à fait, exactement. Ils sont très bon. Sylvester Stallone qui agite le drapeau, moi j'aime bien, c'est des choses comme ça. Ils n'hésitent pas, ils y vont à fond. Zone DRS sponsorisée, tu te dis, on est ailleurs, on est dans une autre dimension, quoi. C'est Las Vegas. C'est ça. Tout à fait. Et puis ce circuit qui ressemble à un cochon, les 4 pattes en l'air, c'est toujours assez étrange. Alors plus sérieusement, le run entre la pole position et le premier virage, c'est 150 mètres. C'est le 3e plus court de la saison. Après Mexico, 141 mètres et Monaco, 142 mètres. Donc il ne faut pas se louper, ça va très très vite. Donc qualification déterminante quasiment quand on est à ce niveau-là. Pirelli, c'est le même centrage que l'année dernière. C'est le package le plus courant, C3, C4, C5. Et c'est circuit peu sollicitant quand même pour les pneus. Par contre, pour la gestion d'un tour, ça c'est assez complexe. C'est le 2e circuit le plus long de la saison, 6201 mètres. Derrière Spa, 7004 mètres. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont à prendre en compte. On parlait de l'altitude, rebelote à Las Vegas, on avait 2227 mètres à Mexico, on avait 767 mètres à Sao Paulo, on redescend un peu, mais pour la 3e fois, ça va être aussi du réglage fin pour les motoristes, puisqu'on sera quand même à 607 mètres de hauteur. Okay. Donc ça, c'est des choses qui doivent faire phosphorer quand même dans les équipes. Oui, c'est intéressant, mais en plus, surtout que Las Vegas a une très très longue ligne droite, donc tout à fait. C'est important la vitesse de pointe. Avec une course totalement à 2 arrêts et un effet DRS très important. Donc ça, ce sera aussi à surveiller. Ça vous est déjà arrivé de faire du simulateur F1 à Las Vegas? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et honnêtement, c'est une piste
très particulière et assez glissante au début de week-end. Ouais, c'est jamais utilisé en course, hein, c'est vraiment, on est sur la route et une partie qui n'est même pas utilisée sur la route, mais donc assez glissant et par contre des lignes droites vraiment très longues. Et là, c'est intéressant. Je pense que même l'aspiration en qualification d'être à peut-être 1 seconde 5, 2 secondes d'une voiture devant, c'est intéressant pour essayer de gagner quelques dixièmes. Donc c'est toujours une course intéressante. Les deux vainqueurs historiques de la nouvelle ère, Verstappen en 2023, Russell en 2024. Et pour ce qui est des circuits en ville cette année, 2 victoires pour Piastri, qui avait bien commencé la saison Jeddah-Miami. Ouais. On a enchaîné avec Norris à Monaco, Verstappen à Bakou et Russell à Singapour. Donc on verra si quelqu'un d'autre prend la main ou pas. Et alors là, par contre, il y a un petit cas particulier pour Piastri, qui n'a été remplacé jusqu'à présent qu'une fois en essai libre 1, et on sait que c'est quelqu'un qui a besoin de rouler Oui. pour apprendre les circuits, Et c'est il complexe. faut encore qu'il laisse son Tout à volant. fait. Ouais. Comme Lewis Hamilton d'ailleurs, ça va peut-être encore plus compliquer ses problèmes chez Ferrari, mais ça c'est un vrai point délicat et il ne pourra pas le faire à Abu Dhabi parce qu'il y aura une course sprint, je crois, là-bas. Donc, C'est au Qatar. Au Qatar, Ouais. pardon, il ne pourra pas le faire au Qatar. Donc ça laisse peu de possibilités, donc ça sera Las Vegas ou l'Ader. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire McLaren? Parce que là, c'est si on enlève une séance d'essai libre, c'est un handicap. Donc il a 24 points de retard. Ça sera intéressant de voir quelle option ils prennent par rapport à ça, mais sur le potentiel, Norris a dit, ce fut notre pire course l'année dernière. Ouais, pas super Ouais. enthousiaste. Donc il a dit, Norris. je ne peux pas vous dire que je suis impatient d'y être. Et puis, on verra, on reste sur 7 combos pole position victoire. C'est la deuxième série la plus longue, leur record c'est 1976, 8. Alors on verra si c'est bien de passer à 8, si c'est une masterclass ou si on a un nouveau vainqueur. Et puis, chose quand même importante, Norris, s'il prend 9 points à Verstappen, s'il marque 9 points de plus, il sort Verstappen des De la candidats course au au titre. Tout à fait. Il aura Ça, c'est pas un 59 points. détail. Là, Il aura C'est important. 59 points au soir de Las Vegas. Il n'y en Ouais. aura plus que 58, je crois, 25 plus 25 plus les 8 du sprint à faire, à distribuer. Ouais. Donc, Ouais. ça peut se terminer très vite pour Déjà Verstappen. se au débarrasser soir de Max Verstappen, Ouais, c'est ça. Las Vegas. qui dort mieux. c'est un soulagement, hein. C'est sûr. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Théo Pourchère, d'être Merci. venu nous rendre visite. C'était intéressant, c'était passionnant. Vous revenez quand vous voulez. Avec Vous connaissez plaisir. le chemin maintenant. Bien sûr. Ouais. Pas de souci. Et puis, si la 205 Turbo 16 disparaît du musée, on s'en va. Il faut aller chez le papa de Théo. Voilà, vous, devant, Allez, gars, on va oh, se faire Merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, on va remercier Antoine Le Breton à la technique. On se retrouve donc, nous, le surlendemain du Grand Prix de Las Vegas, avec encore des paillettes dans les cheveux. On sera peut-être mariés avec Stéphane, on va voir ça. Et puis d'ici là, Stéphane, On coupe on le coupe contact. le contact.